Écoute Cédric, merci d'avoir accepté de participer à cet échange pour l'Université sur la formation, l'éducation et l'orientation. Dans ton livre, peut-être, tu poses la question « Être ou ne pas être un bigorneau ?» Donc il faut sortir de soi-même, et tel que je te connais, c'est une chose que tu sais nous faire participer. Mais la réponse ne se trouve-t-elle pas partiellement dans une réflexion sur l'interculturel, qui est présent, bien entendu, dans l'auberge espagnole, mais qui, pour moi, me paraît présent tout au long de ton œuvre. D'abord, dans le film sur ton premier moyen-métrage, sur Qui me meut, tu opposes la culture scientifique, à travers l'analyse d'un scientifique sur le corps humain, à la culture populaire avec la danse du tango. Et puis, tout au long, bien entendu, c'est très évident dans des rien du tout. Moi, j'aime beaucoup, peut-être, là où on voit vraiment la confrontation entre des cultures intergénérationnelles. Et puis, dans le fond, on le retrouve bien entendu dans la trilogie que tu nous présentes à partir de l'auberge espagnole. Alors, d'où vient ce thème de l'interculturalité? Je suis pas sûr de savoir. Ce que je sais, c'est parce que finalement, quand j'entends ça me fait penser à Chacun cherche son chat. Parce que presque là, le film Chacun cherche son chat est vraiment là-dessus, sur comment une fille qui est chez elle toute seule avec son chat, parce qu'à un moment son chat est perdu, elle va finalement découvrir le quartier autour de chez elle et les gens autour de chez elle. Pour mieux grandir, quel a été l'apport de ton temps de formation aux États-Unis après tes études universitaires françaises? Donc en fait, moi j'ai fait 4 années d'études en France avant de partir à New York. J'ai fait l'Hippocagne, ensuite une année à Paris 3 et une année à Paris 8 où j'ai fait une maîtrise de cinéma. Donc c'était l'histoire du cinéma, en fait ces 2 années à la fac après Hippocagne. Et donc dans les 2 cas, que ce soit Hippocagne ou que ce soit la fac, c'était toujours un enseignement très théorique, très analytique. Et en fait, quand je suis parti à New York, j'avais 23 ans, là ça a été que pratique, ça a été pas du tout théorique. Et donc ce qui était impressionnant, c'était de voir que c'est lié à la culture américaine. La culture américaine, elle est très pragmatique, et justement, par rapport au cinéma, c'était assez drôle de voir la différence entre une approche donc vraiment sur l'histoire du cinéma et une approche très théorique en France, et quelque chose qui était vraiment sur comment on fabrique du cinéma quand j'étais à New York. Donc quand je suis revenu de New York, je disais que c'était la culture du just do it, c'est comme le logo de Nike, c'est-à-dire que les Américains, il faut faire, quoi. Et effectivement, en France, on est beaucoup plus sur réfléchir avant de faire. Et du coup, moi, c'est ça que j'ai appris en faisant des études en France et en faisant des études aux États-Unis, c'est pour moi, il y a 2 logiques, et j'ai bien aimé les 2 logiques. Donc maintenant, c'est vrai que ces 2 étapes d'enseignement, elles m'ont été utiles, en fait. Bon, ensuite, si tu veux, ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est quels enseignements professionnels tires-tu du fait de mettre en scène et de réaliser des séquences dans des studios de Paris autres que la France, et avec des équipes qui sont en partie locales? Ça fait partie, justement, je pense que c'est une des choses que j'ai appris en partant faire des études à l'étranger. Là, je vois des images de Romain qui arrive à Barcelone. Tout ce film de l'auberge espagnole est tiré de ce que j'ai vécu moi en partant à New York, c'est-à-dire que je l'ai transposé pour pas que ce soit ma vie et que ça parle de cette génération européenne, alors que moi c'était plutôt aux États-Unis. Mais quand on part à l'étranger, il y a vraiment la notion d'apprendre un autre fonctionnement, et que donc pour moi c'est ça que j'ai appris beaucoup plus que ce que j'ai appris dans l'école, c'est comment on pense différemment dans un pays étranger. Par contre, je ne suis pas sûr d'avoir répondu bien à ta question. C'était quoi la fin de la question? La fin de la question, c'était quand tu travailles avec des équipes qui sont différentes de celles avec lesquelles tu travailles en France, quel acquis professionnel cela te donne-t-il? Donc, pour moi, le fait de partir à l'étranger, c'est tout ça. C'est-à-dire que quand je fais un tournage à l'étranger, soit j'essaye que ce soit mixte, c'est-à-dire d'avoir autant de Français que de techniciens étrangers, soit, comme là, quand j'ai fait Castel chinois, il y avait 7 Français et puis une centaine d'Américains. Donc, ce qui est bien, je trouve que c'est cette notion de mixité, c'est le fait qu'il y
en faisant un film qu'on mélange des façons de faire différentes, et je trouve que c'est très dynamisant, parce que finalement tout le monde apprend, il y a un choc interculturel qui est toujours difficile au début, parce qu'on ne travaille pas de la même façon. Donc c'était vrai en Espagne, c'était vrai à Saint-Pétersbourg, c'était vrai à Londres, et ça a été encore plus vrai à New York, parce que les Américains n'ont vraiment pas du tout la même façon de travailler que les Français. Mais dans le choc qu'il y a avec des gens différents, il y a quelque chose d'intéressant et qui pour moi est cinématographique. Parce que justement ça raconte, moi dans mes histoires je raconte beaucoup ces histoires de choc culturel, donc le fait de le vivre quand on fait le film, forcément ça a une répercussion sur le style du film. Et quand tu rencontres les publics différents qui voient tes films, à ce moment-là, retrouves-tu cette continuité que tu es en train de nous montrer entre ta formation, les expériences professionnelles? Quand on montre un film à l'étranger, il y a toujours des espèces de surprises parce que c'est la notion culturelle, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais imaginer à quel point les gens ne voient pas les mêmes choses que vous, ne comprennent pas les mêmes choses que vous, et c'est pas une histoire que de langage. Un des meilleurs exemples que j'ai de ça, c'est quand j'ai montré Paris en Chine. Le film Paris, c'est beaucoup des histoires de fraternité. Il y a Juliette Binoche qui est la sœur de Romain Duris, il y a Fabrice Lucchini qui est le frère de François Cluzet. Il y a beaucoup d'histoires comme ça entre frères et sœurs ou entre frères et frères. Et en Chine, je me suis aperçu qu'on l'a présenté dans une salle énorme, il y avait genre 800 personnes, et tout le monde pleurait dans la salle. Et donc je me suis demandé pourquoi, le film est un peu triste, mais je me suis dit quand même, il pleure beaucoup. Et donc en interrogeant les gens à la sortie du cinéma, j'ai compris qu'en fait ils n'avaient pas de frères et sœurs en Chine, parce que c'est que des enfants uniques, et jamais j'aurais pu imaginer ça, que forcément eux voient le film très différemment, tous les Chinois, parce que moi je parle de l'amour fraternel et que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas connaître. Donc ça, c'est des choses comme ça qu'on ne peut pas imaginer. On est obligé de se confronter justement à cette projection-là pour voir qu'il y a une vision culturelle différente. Et ça, c'est un exemple, mais dans tous les films, il y a ça. Il y a forcément... moi, je sais que dans L'Auberge espagnole ou dans Les poupées russes, où il y a des histoires d'homosexualité, de nudité, dans tous les pays qui répriment ça, forcément, ils ont une vision très particulière de ça. Donc, d'ailleurs, en ce moment, en Russie, l'homosexualité est très réprimée, et les films qui parlent d'homosexualité ne sont pas montrés en Russie. Donc, il y a vraiment des histoires qui sont soit culturelles, soit politiques, qui sont assez importantes en fonction de ce que véhicule le film. Moi, je trouve que tu viens bien nous montrer que, comme tu le dis, être en vie, c'est avoir envie. Envie d'aller vers l'autre, envie d'aller vers les autres cultures. Alors, maintenant, Olivier Maurice va nous préparer à cette nouvelle vision de ce film qui est culte pour toute une génération, c'est-à-dire L'Auberge espagnole. Dans la salle, il y a des étudiants qui font partie du réseau Erasmus, et il y a aussi des étudiants qui font partie de la génération dont tu parles. Donc, si tu veux, Olivier Maurice va nous préparer à une autre vision peut-être de L'Auberge espagnole. À toi, Olivier. De L'Auberge espagnole et de vos autres films, puisqu'il est vraiment dans la continuité. Ma première question concerne en fait le personnage qui est interprété par Romain Duris, qui est récurrent dans vos films, tout comme le comédien lui-même. D'où vous vient le besoin d'explorer comme ça ce que j'appellerais un peu les failles, l'immaturité, mais aussi la progression, parce qu'il progresse, d'un jeune homme dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans celui d'hier, parce que moi je retrouve un peu du Tomasi quand même du période jeune, et aussi dans celui de demain comme dans Peut-être. D'où vous vient ce goût pour un personnage comme ça, avec des failles un peu immatures? De toute façon, je pense que quand on est réalisateur ou quand on fait du théâtre, ce qui est intéressant, c'est les drames et c'est les failles. Donc les gens complètement lisses qui sont que heureux et qui ont une vie parfaite ne sont pas du tout intéressants à traiter au cinéma. Donc forcément, qu'on fasse de la comédie ou qu'on fasse du drame, finalement on cherche le drame, on cherche... D'ailleurs on appelle ça l'art dramatique, le théâtre, c'est pour cette raison-là, c'est qu'on va chercher les conflits, les failles, les fragilités de l'être humain. Donc moi c'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai que cette notion... le fait de traiter des films comme ça sur la jeunesse elle est intéressante parce que c'est un état de transition et que l'immaturité ou des choses comme ça, c'est intéressant à traiter parce que justement il y a quelque chose qui est en fusion, quelque chose qui est en mouvement et puis qui va évoluer vers autre chose, vers plus de maturité ou vers plus de maîtrise. Et donc pour moi, un être humain c'est plus intéressant quand il n'est pas fini. Donc
il y a cette notion de se construire, d'aller vers quelque chose, de faire des erreurs pour essayer de plus en faire ensuite. Et pour moi, c'est ça le matériau qui m'intéresse pour faire des films. Donc après, sur les notions de génération à la fois du passé et du futur, moi j'ai l'impression que le seul moteur que j'ai, la seule façon de faire des films que j'ai, c'est de regarder les gens. Donc moi je suis un observateur, j'ai commencé à faire de la photo, j'ai commencé à apprendre à regarder les gens, à observer. Et tous mes films, le matériau premier, c'est l'observation. Donc je regarde les gens autour de moi et du coup bizarrement, je décris une génération parce que je ne fais que regarder autour de moi. Il se trouve que quand j'ai fait l'auberge espagnole, je me suis dit il y a quand même de plus en plus de gens qui partent à l'étranger faire des études, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Voilà, quand je fais ma part du gâteau, je suis parti de l'observation de qu'est-ce que la crise économique change dans notre quotidien, cette histoire, ce que les Américains ont appelé le 99% contre le 1%, pourquoi il y a ce contraste social partout dans le monde aujourd'hui avec des gens très très riches et des gens de plus en plus pauvres, et que voilà, le monde est fait de cette séparation-là qui devient de plus en plus extrême. J'essaie de partir d'une observation, qu'elle soit politique, sociologique, parfois poétique, c'est-à-dire quand je me dis voilà, j'ai raconté l'histoire d'une fille qui perd son chat, qu'est-ce que ça veut dire une fille qui perd son chat? Mais toujours le point commun de tous ces trucs-là, c'est de regarder les gens et de ne pas prendre ce que je pense sur une situation, mais ce que je vois sur cette situation, ce que les gens me racontent. Donc dans l'auberge espagnole, c'était de me dire voilà, il y a beaucoup de gens qui font des colocations, comment ils partagent le frigidaire, comment ils font avec les différentes langues dans la même maison. J'ai rencontré un couple, il y avait une Andalouse, un Danois. Lui, le Danois, il voulait manger à 5h de l'après-midi et elle voulait manger à minuit le soir. Donc il fallait dans leur couple qu'ils arrivent à résoudre ce problème-là. Et donc moi j'essaie de fabriquer un film par ces observations. Bien sûr. Alors justement, en parlant de vos observations et puis de votre premier métier de photographe, vos films ils sont parsemés aussi d'images fixes, de photos, alors peut-être plus encore celui-ci dont on parle aujourd'hui, hein, de morceaux de texte, de coupures de journaux, de voix off, enfin il y a tout un tas comme ça de richesses d'écran visuel. Alors bien évidemment quand on voit ça à l'image, on comprend bien que c'est dans votre tête au moment du plan de tournage au début, mais c'est tellement riche que je me suis demandé s'il y avait une part d'impro au niveau du montage. C'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses, par exemple dans l'auberge espagnole, qui ont surgi au moment du montage et vous êtes dit ah bah tiens là si on rajoutait des coupures de journaux, un bout d'agenda, ça rajouterait encore de la richesse à mon propos, ou est-ce que tout est vraiment calé en amont au niveau de votre plan de montage, de tournage? C'est vraiment un mélange des deux. J'ai l'impression que, notamment des films comme Chacun cherche son chat et l'auberge espagnole, c'est des films très improvisés au tournage. Ah, d'accord. Et donc très improvisés au montage aussi. Mais quand je dis ça, il y a qu'une seule scène improvisée dans l'auberge espagnole. C'est la scène de l'engueulade entre le frère et la sœur anglais, où là je leur ai dit vous engueulez, elle lui dit t'es dégueulasse d'avoir traité de nazi l'allemand, et donc ça c'est une improvisation pure, c'est-à-dire que j'ai pas écrit une ligne de ce texte-là, et donc c'était entre eux, puisque c'était en anglais, je me suis dit ils vont faire ça mieux que si je l'écrivais. Les autres scènes sont écrites, mais par contre quand je dis que c'est improvisé, c'est que c'était écrit une semaine avant, le jour d'avant, la nuit pour le lendemain, et donc c'était moi qui improvisais en fait. Et donc très souvent, quand il y avait une scène, j'avais vu, voilà, entre l'italien et le français il se passait ça, donc du coup, justement, William, l'anglais, dans le restaurant, il faisait rire tout le monde en faisant semblant de vomir, donc du coup, le lendemain, je tournais cette scène, et donc je me suis dit, bah tiens, fais semblant de vomir comme hier soir. Donc, c'était ça le truc, c'était d'utiliser ce qui se passait en vrai, puisque de toute façon, ce film, il est presque entre du reportage et de la fiction, c'est-à-dire qu'il y a un scénario écrit, avec un squelette préétabli, mais je me suis dit, voilà, il faut le nourrir de ce qu'il y a. C'est-à-dire que quand vous mettez 10 personnes qui parlent vraiment 10 langues différentes dans la même pièce, il se passe des choses. Ouais. Donc j'ai beaucoup intégré ce que je voyais presque en live. Alors c'est toujours un peu décalé, très souvent ça se passait la veille pour le lendemain. Mais en tout cas, il y avait cette notion d'être presque du reportage, en tout cas. D'accord. Alors une question en plus générale sur ce que j'appellerais le thème du chaos. Vous avez signé un article en août dernier dans Le Monde sur un photographe qui s'appelle Alex Webb. Oui. Cet article qui s'intitule Les couleurs du chaos. Alors c'est marrant parce qu'en préparant l'interview,
on est tombé sur cet article, et moi je trouve que ce thème du chaos il est très présent dans vos films, mais souvent de manière positive, lié à ce que j'appellerais une mosaïque de possibles, de personnes, de langues, un peu comme dans la bande originale de Peut-être d'ailleurs, dont je me souviens bien, où il y avait quand même des tas de morceaux de langue, de bruit. Et où est-ce que vous puisez cette soif de mélange et cette idée peut-être que du chaos peut naître quelque chose? Ben, là, encore, c'est de l'observation, c'est-à-dire que je pars du fait que ma vie, elle n'est pas super linéaire et que il y a un moment, je me suis dit quand même, je suis quelqu'un de très brouillon, j'arrive pas à faire les choses bien comme il faut, comme tout le monde. Puis je m'aperçois que tout le monde est comme moi et que non seulement c'est pas un problème, mais je vois que ma vie, elle est peut-être plus intéressante que plein d'autres parce que je suis chaotique et que je suis super brouillon et que j'ai pas une vie linéaire. Donc c'est le thème de Casse-tête chinois qui est donc la fin de la trilogie de Xavier, où là, c'est le thème du film, le casse-tête chinois, c'est-à-dire qu'il y a un casse-tête chinois à résoudre, il y a quelque chose qui fait que c'est très chaotique, mais qu'au fond, on comprend que ce côté chaotique, c'est ce qui fait la richesse d'une vie, c'est ce qui fait la vie. C'est-à-dire que quand on voit qu'est-ce que c'est la vie avec un grand B, c'est le fait que les plantes poussent de façon anarchique et qu'une plante va être jolie parce qu'elle est très bizarre. Donc voilà, il suffit de regarder un bouquet de fleurs pour voir que le côté chaotique de la vie, ça peut être très beau, quoi. Donc pour moi, c'est ça le but, c'est de raconter ça, le fait qu'on est tous en train de dire, parce qu'on est dans une logique un peu cartésienne, de se dire ce qui est dit au début de Casse-tête chinois, il faut partir d'un point A, arriver à un point B. Mais au fond, moi, ce que j'expérimente, c'est qu'il n'y a pas de A et de B, quoi. Il y a plein d'autres lettres, il y a plein d'autres couleurs, et tout ça se mélange, et c'est pas grave. Oui, du coup c'était la question que je voulais vous poser, effectivement, ce point A au point B, on le voit dans la bande-annonce de Casse-tête chinois qui va sortir bientôt. En fait, il n'y a pas vraiment de bonheur établi, c'est-à-dire que cette recherche du deuxième point qui soit B, C, D ou E ou F, c'est ça en fait la richesse de la vie, quelque part. Oui, parce que plus, moi je sais que je m'adresse à des étudiants, c'est souvent le langage qu'on dit aux étudiants et qui est ultra flippant, c'est de dire, voilà, tu as encore 2 années d'études et qu'est-ce que tu veux faire dans 2 ans? Cette question, c'est impossible de répondre à ça. Et donc, on a tous ce flip de se dire, mais alors je rentre pas dans le moule puisque je ne sais pas ce que je vais faire dans 2 ans, et que quand on regarde, moi j'ai 52 ans, quand on regarde la vie vue de 52 ans, on se dit, il faut quand même dire aux gens qui ont entre 20 et 25 ans, vous ne savez pas ce qui va se passer dans votre vie, et c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de planning ou de choses comme ça très établies où on se dit, bah, je passe un master, ensuite je passerai 2 ans de stage et ensuite je vais faire un CDD et un CDI. Non, on ne sait pas. Et du coup, je pense qu'il faut faire confiance à ce côté on ne sait pas, parce qu'on nous bourre le mot en ce moment sur le côté il faut savoir, tu sais c'est quoi le point A, le point B et où est-ce que tu vas aboutir en 3 ans. Franchement, c'est pas. Alors, faut pas forcément dire qu'il faut se laisser porter, parce qu'il ne faut pas se laisser porter, il faut avoir des directions, il faut diriger sa vie. Mais par contre, c'est pas grave de ne pas savoir où on va. Comme, moi j'aime bien l'expression maritime, on navigue à vue. Parce que Xavier, il navigue à vue, et naviguer à vue, c'est pas un problème, il y a un moment où on sait où on arrive, quoi. Oui, et même ça peut se dire à des gens plus âgés, parce que si je me souviens bien, dans Paris, il y a un moment où Romain Duris dit à Juliette Binoche, mais t'es jeune, toi, continue à vivre. Il me semble sur le balcon, il y a une scène comme ça où il l'engage comme ça, parce que lui il est malade et il réalise des choses, et il lui dit mais t'es encore jeune, quoi, tu te sens vieille mais t'es encore jeune et t'as plein de choses à vivre. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a 5 ans de moins qu'elle, mais il va mourir, et alors qu'elle a 40 ans et donc elle se sent vieille, il dit mais t'es folle, t'as la vie devant toi, quoi. Donc il y a ce décalage sur le fait que c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de comment on se sent par rapport à un futur possible, quoi. Sinon, je n'ai pas répondu par rapport aux photos et c'est vrai que moi j'aime bien dans un film, ce qui est intéressant dans le cinéma pour moi, c'est que c'est une forme artistique qui peut mélanger plein de choses, qui peut mélanger de la musique, des images, du montage, et puis effectivement ça peut intégrer la photographie, ça peut intégrer la peinture, ça peut intégrer le film d'animation, ça peut mélanger de la fiction avec du reportage, et que je trouve que le fait d'utiliser
la liberté de création d'un film où on se dit voilà, on va prendre des photos et on va les animer à un moment, ou on va prendre une couverture de journal, on va filmer des lettres en très gros plan. Bah, tout ça, c'est une source possible d'expression, quoi. Et donc moi j'aime bien utiliser ça. J'aime bien utiliser tous les médiums qui existent et de se dire qu'il y a de la signification avec tout ça. J'aime bien les réalisateurs comme Godard qui font ça très bien. Ouais. Et la voix off, par exemple, dans l'Auberge espagnole, c'est complètement écrit avant, c'est fait au montage, vous l'enregistrez quand Alors, la voix off de l'Auberge espagnole, elle est complètement écrite avant. J'ai dû changer 10% du texte à la fin du montage, mais pratiquement tout est gardé. C'est vraiment le moteur, le squelette du début du film. Ouais. Et moi, je suis parti, je le dis beaucoup en ce moment, parce que je parle de ça par rapport à Castelchinois. Mon inspiration de départ pour l'Auberge espagnole, c'était Goscinny. C'est-à-dire que, à la fois ce qu'il a fait pour le petit Nicolas, où il invente un faux langage enfantin, c'est-à-dire que c'est soi-disant un enfant qui a entre 7 ans et 10 ans qui parle, c'est du faux langage enfantin, aucun enfant parle comme ça, mais quand on lit le petit Nicolas, on comprend que c'est un enfant qui a la parole et qui a sa voix off, entre guillemets. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette espèce de décalage qu'il avait sur comment on est à l'intérieur d'un petit garçon, de la tête d'un petit garçon, et que du coup on voit le monde du petit garçon, donc la récréation, les vacances, à travers la tête du petit Nicolas. Et j'avais envie d'utiliser ça pour quelqu'un qui a 25 ans, comme dans le match espagnol. Et puis, d'une certaine façon, Astérix, parce que ce que Goscinny a fait aussi dans Astérix, c'est quand il y a, bon là c'est de la BD, hein, c'est pas de la voix off, mais en tout cas il y a toujours un narrateur comme ça qui fait qu'on a un recul, et que quand il dit, pendant ce temps-là, dans le camp d'aquarium, il y a toujours un truc qui fait que c'est comique parce qu'il y a ce recul, quoi. Et donc, pour moi, l'esprit de l'Auberge espagnole est beaucoup issu de l'esprit de Goscinny. Bon, ben écoute, nous te remercions beaucoup d'avoir accepté de nous répondre. Nous allons projeter ça donc au cours de l'UFO. Ça sera suivi d'un premier débat avant la projection du film. Parce que quel est le dernier conseil que tu donnerais aux spectateurs du film? De quel film? De l'Auberge espagnole. De l'Auberge espagnole. Puisque c'est le sujet de la soirée. Je sais pas ce que je peux leur dire. Là, moi, je suis dans 2 mois, donc sort Castelchinois. C'est une entreprise assez bizarre d'avoir suivi des gens pendant presque 15 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis beaucoup dans ce que sont devenus ces personnages en ayant 40 ans, quoi. Et justement, c'est ce qui est drôle dans le fait d'avoir fait ces 3 films, parce que quand je faisais l'Auberge espagnole, je pensais pas que j'allais faire une suite. Donc je pensais pas que j'allais faire les coupés russes, et je pensais encore moins que j'allais faire un 3e film derrière. Donc ça s'est fait de façon, encore une fois, très improvisée, très spontanée, et ça parle de ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que la vie, elle est imprévisible, et que quand on est étudiant, c'est presque ce qui est beau, c'est que vous ne savez pas ce qui va se passer pour vous. Et donc l'Auberge espagnole, c'est la première étape de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et où voilà, tout ce qui arrive, tout ce qui est accidentel, finalement, ce que dit Xavier dans l'Auberge espagnole, c'est que finalement les pires souvenirs deviennent les meilleurs souvenirs, quoi. Les pires moments qu'il a vécu deviennent ses meilleurs souvenirs. C'est souvent ce que les étudiants Erasmus apprennent malgré eux, parce que c'est vrai que c'est les moments difficiles qui sont marquants, mais en même temps c'est ça qui fabrique le sel de la vie, quoi. Donc faut juste faire confiance que quand on est étudiant, il y a plein de trucs qui peuvent être difficiles et chiants, mais que ça fait pas mal après. Et on verra si 15 ans après, donc dans Castelchinois, le personnage arrive à une certaine paix. Ça on ne sait pas encore, on n'a pas vu le film, mais on ira le voir bientôt. je ne dis rien. Voilà. Bon, écoute Cédric, merci beaucoup et à bientôt. Merci bien. Ciao.